Est-ce que vous avez déjà rêvé de faire un road trip? Je veux dire, un vrai road trip. Celui où vous savez pas de quoi demain sera fait, où vous savez même pas où vous allez dormir ce soir, où vous vous rendez vite compte que vous n'avez probablement pas emmené assez de nourriture ou même d'argent, et où vous pouvez tomber à tout moment aussi bien sur la personne la plus gentille du monde que sur un vrai psychopathe. Et si je vous disais que vous pouviez réaliser tout ça sans même quitter le confort de votre chez vous? Eh oui, parce qu'aujourd'hui, on parle de Road 96. Road 96 est un jeu d'aventure sorti le 16 août 2021 sur PC et Nintendo Switch, puis le 14 avril 2022 sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series S et X, développé par les Français de DigixArt, basé à Montpellier. Montpellier qui est d'ailleurs, et je l'ai découvert en écrivant cette vidéo, l'une des grandes villes du jeu vidéo en France. Déjà, on y trouve aussi The Game Bakers, les développeurs de Haven, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais sinon, la ville et même tout le département de l'Hérault de manière générale regorge de studios de développement. On en compte 28 en tout, ce qui est certes moins qu'à Lyon et beaucoup moins qu'à Paris, mais ça reste pas mal. Alors c'est des boîtes de taille variable, qui vont du petit studio indé créé par une bande de potes à l'antenne d'Ubisoft, mais il n'empêche que c'est plutôt cool. Bravo l'héros. Bref, le jeu vous plonge dans le pays fictif de Petria, une véritable dictature totalitaire dans laquelle de nouvelles élections présidentielles approchent. De ce fait, et même si ces élections seront très probablement truquées, le climat politico-social est plus tendu que jamais. Vous allez alors incarner plusieurs adolescents qui ont fugué pour se rendre vers la frontière et tenter, tout simplement, de fuir le pays. Seulement, les adolescents qui tentent de passer la frontière sont vus comme des traîtres à leur patrie et sont donc activement recherchés par la police. Voilà grosso modo le pitch de Road 96, et par pitié, jouez-y si vous en avez l'occasion. Je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai découvert l'existence du jeu comme tout le monde, avec son trailer d'annonce diffusé lors des Game Awards 2020. Puis j'avais un peu oublié son existence jusqu'à sa sortie, et là j'ai vu 2-3 personnes en parler pendant quelques jours, puis plus rien, donc je l'ai de nouveau oublié. Et il y a quelques jours, je regardais les promos du catalogue de l'Epic Game Store, et je suis tombé dessus. Donc j'ai pas réfléchi plus de 3 secondes, je l'ai acheté, je l'ai installé, et je l'ai lancé dans la foulée. Et j'étais loin, mais alors loin de m'imaginer la claque qui m'attendait. Pourquoi une claque? Eh ben on va voir ça ensemble. Premièrement, il y a le gimmick du soft. En fait, votre aventure sera générée de manière procédurale. Ok, là c'est le moment où il faut que je vous explique de manière très simple un truc très technique. Souhaitez-moi bonne chance. Ce qu'on appelle la génération procédurale, c'est le fait d'utiliser des algorithmes pour créer du contenu automatiquement. L'humain s'occupe d'écrire les algorithmes avec toutes les règles qui les régissent et tout le contenu qu'ils vont gérer, puis il laisse la machine faire le reste. L'un des exemples les plus notables, c'est No Man's Sky, le fameux jeu d'exploration spatiale qui compte pas moins de 18 milliards de planètes. Et donc toutes ces planètes ainsi que leur faune, leur flore, leurs bâtiments et leur climat sont générés procéduralement. Bien sûr, le procédé est beaucoup plus vieux que ça, c'est utilisé dans le jeu vidéo depuis les années 70 et ça s'applique évidemment à plein de domaines. Tenez, on trouve des prémices de la génération procédurale dès la fin du 19e siècle avec une machine qui pouvait créer toute seule des motifs de tissu. Et ça peut aussi être utilisé notamment en musique, l'un des meilleurs exemples étant le groupe 65 Days of Static. Ils ont commencé à bidouiller avec le concept lorsqu'ils ont bossé sur la BO de No Man's Sky, et oui, tout est lié. Et depuis, ils ont poussé le délire beaucoup plus loin avec Wreckage Systems, un stream musical qui tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si vous aimez la musique ambiante, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil, je vous laisse les liens dans la description. Bref, j'y connais que dalle en informatique et en programmation, donc je vais pas essayer de vous donner plus d'infos de peur de dire une connerie, mais c'est un truc que je trouve fascinant. Et donc, comme je le disais avant d'ouvrir cette grosse parenthèse, dans Road 96, c'est votre aventure qui est générée procéduralement. En faisant mes recherches, j'ai trouvé plusieurs articles qui parlent de 148 268 combinaisons possibles au total, mais j'ai pas réussi à mettre la main sur une source officielle qui cite ce même nombre, donc c'est à prendre avec des pincettes. Et attention, il y a quand même une trame scénaristique globale, mais en principe, votre expérience à vous ne devrait ressembler à aucune autre. D'autant plus qu'il y a 3 fins possibles qui seront déterminées en fonction des choix que vous aurez fait tout au long de votre partie. Et laissez-moi vous dire que la fin sur laquelle je suis tombé au bout de mon premier playthrough m'a fait très mal à mon petit cœur tout mou. Vous inquiétez pas, je vais rien vous spoiler, mais ouais, au moment où j'ai écrit cette vidéo, j'avais fini le jeu la veille et je m'en étais toujours pas tout à fait remis. Ce qui montre bien la force principale du jeu, son écriture. Parce qu'il faut savoir que Road 96, ce n'est pas tant l'histoire des adolescents que vous allez incarner. D'ailleurs, les personnages que vous incarnez n'ont même pas de nom, et on n'a qu'un très vague aperçu de leur apparence physique. Tout simplement parce que ce ne sont pas eux les personnages principaux.
Ce ne sont que les figurants d'une toute autre histoire. Ok, j'exagère un peu puisque ce sont bien vos choix à vous qui vont déterminer la fin du jeu. Mais tout le sel de la narration réside dans le développement des différents personnages récurrents que vous allez croiser au fil de votre aventure et qui sont au nombre de 8. Zoé, une adolescente qui a fui sa riche famille pour traverser la frontière dans l'espoir de réussir un jour à renverser le gouvernement en place. Alex, un jeune garçon qui a quitté sa mère adoptive pour chercher des informations sur ses parents biologiques. John, un camionneur au cœur sur la main qui transporte une mystérieuse cargaison. Fanny, l'une des rares flics encore justes et intègres à Petria. Sonia, la présentatrice d'un talk show diffusé sur la télé d'État. Stan et Mitch, deux braqueurs que tout le monde prend pour des amateurs de SM à cause de leur accoutrement. Et enfin Jarod, le chauffeur de taxi le plus flippant au monde. Vous allez donc pouvoir croiser tout ce beau monde de manière plus ou moins aléatoire au fil de vos aventures et vous rendre compte qu'ils sont tous liés les uns aux autres, le tout s'entremêlant dans une intrigue politique que j'ai trouvé vraiment très bien foutue. Mais encore une fois, je vais éviter de trop vous en dévoiler. En tout cas, tous ces personnages sont suffisamment bien écrits pour que vous ayez envie d'en savoir plus et de découvrir les tenants et aboutissants de leurs histoires personnelles, mais aussi communes. Sauf pour Jarod. Je vous garantis que j'étais mal à l'aise à chaque fois que je voyais un taxi garé dans les nouveaux lieux que je découvrais. Et donc là où je trouve le jeu particulièrement intelligent, c'est dans la façon dont l'histoire de chacun de ces personnages se révèle à vous. Parce qu'à chaque fois que vous les croiserez, vous incarnerez un adolescent différent. Et donc vous les rencontrerez à un moment T de leur existence et de leur parcours. À un moment où il se sera passé quelque chose en particulier, où ils vous diront ce qu'ils voudront bien vous dire à ce moment précis. Donc dans la diégèse, votre avatar ne sait presque rien de ces autres personnages. Un peu comme dans la vraie vie, quand vous rencontrez un ou une inconnue, que vous discutez quelques instants, et que vous avez quelques bribes d'informations sur cette personne, mais pas tout son background. Et bah c'est pareil pour votre avatar. Sauf que vous, en tant que joueur, sauf si vous venez de commencer votre partie, évidemment, vous aurez déjà rencontré ces personnages plusieurs fois. Vous aurez déjà reçu à plusieurs reprises quelques bribes d'informations. Sauf qu'une fois que vous aurez mis toutes ces bribes bout à bout, et bah vous pourrez reconstituer le background de ces personnages. Et en plus, il arrivera que certains d'entre eux fassent référence à des événements que votre avatar actuel n'aura pas vécu, mais que vous aurez vécu vous en tant que joueur. Et tout ça, ben ça crée forcément une sorte de proximité avec certains de ces personnages, qui dépendra de l'ordre dans lequel vous les aurez rencontrés. Moi, par exemple, j'étais particulièrement attaché à Zoé. Bon, déjà parce que son histoire est très touchante, je trouve, mais aussi parce que c'est le personnage que j'ai rencontré en premier, et parce que cette première rencontre était mémorable. Elle m'a fait jouer Bella Ciao au trombone. Certes, ma performance était pas fameuse, mais c'était un chouette moment. Ça me permet d'ailleurs d'enchaîner avec un autre point positif du jeu, la diversité de son gameplay. Voilà comment se découpe votre partie. À chaque fois que vous commencez à incarner un nouvel adolescent, vous devez l'emmener d'un point A à un point B, ce point B étant toujours la frontière. Pour ce faire, votre trajet se découpera en étapes, et vous rencontrerez l'un des personnages récurrents à chacune de ces étapes, faisant ainsi avancer l'histoire de ce même personnage, ce qui donnera lieu systématiquement à une nouvelle phase de gameplay, différente de la partie Walking Simulator qui caractérise le reste du jeu. Vous pourrez ainsi avoir une phase de jeu musical avec Zoé, ou une phase de jeu de rythme avec Sonia. Je vous donne que deux exemples, encore une fois pour ne pas vous gâcher la surprise, mais mine de rien, on se retrouve avec un panel assez large de variations de gameplay, ce qui est franchement cool. Même si ces phases-là sont jamais très longues, mais au moins ça a le mérite d'éviter qu'on se retrouve avec une expérience trop redondante. Et tout ça dans un jeu qui mélange déjà les genres dans son concept même. Comme je l'ai déjà évoqué, le jeu ressemble principalement à un walking simulator. Ce sont ces jeux, souvent en vue subjective, dans lesquels on se balade, et qui sont souvent focalisés sur l'atmosphère et la narration plutôt que sur le gameplay pur. Si vous voulez deux très bons exemples, il y a Firewatch et The Stanley Parable, mais Road 96 va y ajouter un twist en reprenant la formule du roguelite. Et pour définir ce qu'est un roguelite, parlons d'abord du roguelike. Le roguelike est un genre de jeu réputé pour être généralement assez compliqué et qui se caractérise notamment par des niveaux générés de manière procédurale, un système de mort permanente. Autrement dit, quand vous mourrez dans le jeu, vous mourrez dans la vraie vie. Non, vous perdez tous vos objets et compétences, la partie s'arrête et vous devez recommencer à zéro. La gestion de vos ressources pour survivre. Et enfin, le jeu est en principe sans fin. Le but c'est juste d'aller le plus loin possible quoi. C'est pas une liste exhaustive, mais c'est vraiment des caractéristiques qu'on va retrouver à chaque fois ou presque. En tout cas, le genre tire son nom d'un jeu sorti en 1980, mais se fait de plus en plus rare, laissant peu à peu sa place au roguelite, qui, quant à lui, va reprendre certains des éléments de la formule du roguelike pour en faire des jeux moins punitifs. Ainsi, on va voir apparaître d'autres spécificités, comme la possibilité de conserver certains objets clés ou capacités après la mort de votre personnage, ou encore le fait qu'on a une vraie fin, un vrai but à atteindre. Et donc on va retrouver plusieurs ingrédients de la formule roguelite dans Road 96. Déjà, la génération procédurale, ça on en a déjà assez parlé. Mais on a aussi la gestion des ressources, puisque vous aurez une jauge de vie qui se videra au fur et à mesure que vous avancerez, et qu'il faudra à nouveau remplir soit en se reposant, soit en mangeant. Sinon, vous vous ferez arrêter ou vous mourrez et c'en sera fini pour votre personnage actuel. Vous devrez alors choisir un nouvel adolescent à incarner et c'est parti pour de nouvelles aventures. Mais vous garderez néanmoins les compétences que vous aurez gagnées avec vos personnages précédents. Et franchement, je trouve que mélanger comme ça le Walking Simulator et le roguelite, c'est une super idée. Et c'est un truc qu'on retrouvait déjà plus ou moins dans The Red Lantern, un jeu dans lequel vous incarnez une meucheuse qui doit rejoindre un chalet avec ses chiens de traîneau. Bon, le délire est clairement pas poussé aussi loin que dans le jeu de DigixArt, mais franchement, s'il était sorti quelques années plus tôt, on aurait presque pu croire
croire que c'était une espèce de prototype de Route 96, surtout que les deux titres ont un style graphique assez similaire. Bah tenez, j'en profite pour vous recommander The Red Lantern, surtout si vous aimez les chiens. Il y a plein de huskies partout, c'est trop bien. Et je vous ai même pas encore parlé de la BO du jeu, pour laquelle le studio a fait appel à plein d'artistes qui ont composé des morceaux spécialement pour l'occasion. On a notamment le français The Toxic Avenger, qui est habitué à composer des titres pour des jeux vidéo après son taf sur Fury de The Game Bakers, encore eux. Mais il y a aussi les artistes de Synthwave Volcor X et Robert Parker, ainsi que le groupe Survive, dont le morceau intitulé Redline a de faux airs de Stranger Things. Et c'est normal, puisqu'on trouve parmi les membres de ce groupe Kyle Dixon et Michael Stein, les compositeurs de la BO de Stranger Things. C'est trop cool. Et il y a même Cocoon qui ont composé un morceau pour le jeu. Mais si, Cocoon, souvenez-vous, ils avaient sorti ça en 2007. Ouais, moi non plus, je savais pas qu'ils avaient continué à exister après ça. Bon, ça y est, je crois que je vous ai assez craché mon amour pour le jeu là, non? Sérieusement, Route 96 déborde de qualité qui compense très largement les quelques petits défauts techniques que j'ai pu lui trouver. Certes, les graphismes sont pas incroyables, surtout si vous avez joué à Firewatch avant, et il y a quelques petits bugs graphiques par-ci par-là, mais franchement, rien de bien méchant, c'est clairement pas ça qui va vous gâcher le plaisir. Et pour l'instant, et sans aucune hésitation, c'est mon jeu du cœur de l'année 2022. Il m'a complètement pris au dépourvu, et bordel, qu'est-ce que j'ai kiffé ça. Et croyez-moi, c'est avec un immense plaisir que je vais y retourner pour retrouver les routes de Petria et ses personnages si touchants. Sauf Jarod. Va te faire foutre, Jarod. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir Route 96. Je sais que je me répète un peu, mais vraiment, jetez-vous dessus. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, vous abonner et me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve bientôt dans le salon pour de nouvelles vidéos. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.